Donc c'est souvent des bureaux d'études, hein, quelle que soit la nature de leur secteur. Ça peut être dans le bâtiment, ça peut être dans l'écologie, ça peut être dans tout ce qui est électricité, enfin ça peut être dans n'importe quoi, dans l'énergie. Et en fait, tous ces métiers qui, de manière générale, font de la normalisation, de la conformité, de la vérification, je l'ai même vu d'ailleurs hein, sur de l'analyse d'appels téléphoniques ou sur de l'analyse de sites web ou sur n'importe quoi d'autre, tous ces métiers-là sont en train d'être transformés par l'IA, puisque de moins en moins, on a vocation à faire analyser ces contenus massifs par des humains, mais plus à le faire par de l'IA. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ça entraîne des changements de business model. Ça, c'est un de mes grands dadas, c'est d'aider les entreprises à se projeter sur les changements structurels de business model, parce qu'un changement de technologie, c'est pas juste un changement d'un truc qui est caché, c'est aussi une manière différente de produire de la valeur. Donc ça va être hyper important. Voilà. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qui sont assez évidentes. Et après, on a toute une myriade de petites automatisations quotidiennes qui varient selon les entreprises, mais souvent qui vont aller mélanger par exemple de l'IA et du no-code. Ça, c'est un truc qui revient aussi beaucoup. Voilà, donc ça va être parfois des petits tableaux de saisie de données qui vont activer un scénario dans certaines conditions. Enfin voilà, plein de petits, je dirais, scénarios métiers sur mesure sur lesquels on va aller apporter de la valeur. Un dernier point que je citerai, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des catalogues de produits, d'informations, enfin des espèces de bases de données comme ça d'informations qui ne sont pas structurées ou pas complètement. Ça peut être par exemple juste un catalogue de pièces, de produits, etc. Et en fait, de plus en plus, on apporte de la valeur en aidant la réindexation, la réorganisation du catalogue automatiquement par l'IA. Voilà, donc ça, c'est aussi une approche qui est hyper importante. On se dit toujours oui, pour faire de l'IA, il faut plein de data et tout, c'est le plus important. On commence par la data, après on verra l'IA. Non, c'est pas vrai. Ça, faut arrêter parce que c'est un truc trop facile. Tu vois, tu dis oui, vous n'êtes pas prêt pour votre projet IA, vous n'avez pas encore la data. Enfin, tu vois, évidemment, c'est trop facile de faire des projets IA quand tout est prêt, tu vois. Mais la réalité business de l'entreprise, c'est qu'on n'a pas le temps, les données sont pas là, etc. Donc il faut jouer avec. Et la réalité de l'IA aujourd'hui, c'est qu'en fait, ça facilite le travail de ce point de vue-là, pour deux raisons majeures. La première, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure, l'IA, ça transforme de la donnée non structurée en donnée structurée. Et ça, c'est un des premiers enjeux aujourd'hui de la data qui manque dans les entreprises. C'est pas qu'elle est absente purement, c'est qu'elle n'est pas prête. Et donc l'IA prépare la data. La deuxième raison, c'est que tout ce qui est pré-entraîné, dont les LLM font partie, en fait, il n'y a pas besoin de data souvent. On fait du prompting ou du few-shot learning, enfin voilà, des techniques qui en fait vont pas nécessiter de tout réentraîner de partir de zéro. Et donc fondamentalement, non, l'IA n'a pas besoin de data, la data a besoin d'IA, beaucoup plus que l'inverse. D'accord. Et donc du coup, dans des contextes où il manque de la data, mais que tu cherches quand même à trouver des tendances, etc., vous faites quoi? Vous essayez de générer artificiellement de la data, par exemple ou... On va essayer de prendre un exemple. Imaginons qu'on essaie de scanner des appels d'offres. Un exemple simple, on sait qu'on a une entreprise qui vend un produit A ou un service A, et ils ont des appels d'offres ils en reçoivent, mettons, ils savent qu'ils en ont 100 par jour qui apparaissent en ligne. Il faut savoir sur les 100 lesquels sont pertinents ou pas. C'est très long à lire ça. Bon. Comment on fait? À un moment donné, on va se poser la question de dire d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on sélectionne un appel d'offres ou pas? On va faire la liste. Critère 1, critère 2, critère 3. On fait la liste. Dans ces éléments-là, on va commencer par regarder quelle information on a besoin. Et donc ces informations-là, on va les faire lire, mettons un LLM. Je propose un cas très classique, même s'il est déjà bien solide. On va faire lire cet appel d'offres au LLM. Ce LLM, il va nous sortir de l'information dite structurée. Par exemple, voilà le champ 1, le champ 2, le champ 3, parmi toutes les informations qu'on attendait. Une fois qu'on a ça, en fait, on a les deux grands éléments de notre équation. On a une manière de mettre en équation les critères et de dire celui-là il est valide ou pas valide. Mettons c'est un marché 1,5 million, c'est trop petit pour nous, c'est trop gros pour nous, c'est la bonne taille, etc. C'est très simple, c'est une comparaison d'un chiffre. La zone géographique nous va ou nous va pas, etc. Éventuellement peut-être qu'on va chercher un élément tiers, tu vois, pour je sais pas calculer une distance géographique ou des choses comme ça. Enfin, on peut aller chercher des objets tiers qui vont nous aider ou une base de données de produits pour voir si ça correspond. Enfin, on peut faire plein de trucs, mais voilà, les deux éléments principaux c'est ça. Des règles de matching et du LLM qui va nous aider à transformer un texte en bazar en un texte structuré. Et à partir de là, on y va. D'accord, donc c'est là où du coup tu parles de cette hybridation de le symbolique avec le connectiviste. Oui. Et finalement, c'est très bête quand je le raconte. Je dis bah oui, c'est évident, évidemment qu'on va pas faire du deep learning pour faire du matching enfin pas à chaque fois, en tout cas pas tout le temps. Et on voit bien que dans ce cas-là, typiquement, il y a aucun endroit où on a injecté de la donnée. On aurait